Je tiens à vous féliciter, vous avez traversé les 419 courbes qui mènent de Bécomo à Manic-5. Pour ceux d'entre vous qui font l'aller-retour, ça va vous en faire 838. Vous les compterez en repartant. Comment? Une route parfaite pour la moto. Si vous êtes comblés, c'est ça l'important. Vous essayerez de convaincre les autres qui ne sont pas comblés. Donc, rapidement, là, j'aimerais savoir, vous venez d'où? Question que je me situe. Là, quand je vous parle, là, si jamais j'ai une information près de chez vous, je vais vous la dire. Vous ici, vous venez d'où? Saint-Sylvestre. C'est où? En Beauce, OK. Montréal. La Naudière. J'ai mis Squatter. C'est bon. Québec. Bécomo. La Beauce, les 4, vous venez de la Beauce? À l'arrière, monsieur? Nouveau-Brunswick. Lac-Saint-Jean. Les 4. Oui. Vous ici? Montérégie. Gatineau. Saguenay. Montréal, vous aussi? À l'arrière? Saguenay? C'est bon. Donc, bonjour, je suis contente de vous rencontrer. Mon nom, moi, c'est Amy. C'est moi qui vais être votre guide pour la visite de ce matin sur les installations de Manic-5. Manic-5 se situe sur l'une des réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO qu'on appelle Manicouagan-Wapichkan. Pour ce qui est du déroulement de la visite, ça va être simple. La visite va durer maximum 2 heures. Et la visite va être divisée en 2 parties. Première partie, c'est ici. Ça va être une partie théorique d'environ 30 minutes dans laquelle je vais vous expliquer en fait l'historique de la construction du barrage et le fonctionnement d'un groupe turbine alternateur. Après ça, on va aller dehors, on va bouger. On va aller dans la centrale, dans le barrage et sur la crête du barrage. Est-ce que ça vous tente? Oui. J'espère, parce que j'ai pas d'autre chose à vous proposer. En fait. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je suis là pour y répondre. Ça se pourrait que je ne connaisse pas une réponse. Puis si je ne connais pas la réponse, ben, ça va me faire plaisir de chercher la réponse pour vous à la fin de la visite. C'est bon pour ça? Puis là, inquiétez-vous pas, dans ma visite, vous pouvez me compter des blagues. Je vais vous en compter. C'est une belle visite, le fun qu'on se fait. D'accord? Un peu faux, parce que nous autres, on ne sait pas d'où tu viens. Bon. Ben, moi, j'ai le Bécomo. Voisin. Bon, ben là, monsieur, là, si vous n'êtes pas content, là, c'est pas de ma faute, là. Donc, on va commencer. Et là, j'ai besoin de votre imagination, en fait, pour imaginer cette maquette-là sans rien dessus. OK? Donc, une montagne, une autre montagne et la rivière qui s'écoule comme ça, du nord vers le sud. Ce que vous vous imaginez, en fait, c'est le site de Manic-5 en 1959, avant qu'on commence la construction du barrage. Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'on a choisi le site de la rivière Manicouagan pour construire un complexe hydroélectrique? On a Oui, fait il y avait Manic de l'eau. 2 hier, on a toutes les réponses. Ah, vous avez fait Manic 2? On a du monde qui triche, là. Donc, vous avez dit bon débit d'eau. Oui, bon débit d'eau, ça vient faire beaucoup de puissance pour venir faire tourner les groupes turbines alternateurs. Après ça, Dénivellation. le relief, dénivellation. Il y avait une dénivellation sur la rivière. Puis pourquoi est-ce qu'on savait qu'il y avait une dénivellation? On l'a vu. Il y avait des chutes, c'est en plein ça. Et le territoire, là, c'est une bonne réponse aussi parce qu'on était en présence de 2 montagnes qui venaient faire une vallée encaissée. Vallée encaissée laissée par le passage des glaciers il y a 20 000 ans sur notre territoire. Et les montagnes, ce que ça venait faire, c'est qu'on pouvait construire un barrage qui était plus haut. Un barrage plus haut, ça vient nous donner une bonne hauteur de chute. La hauteur de chute, c'est la différence entre l'eau qui est derrière le barrage et l'eau qui est devant la centrale. Plus cette différence-là va être grande, plus on va avoir de puissance pour venir faire tourner les groupes turbines alternateurs. Ici, à Manic-5, cette hauteur de chute-là, c'est 150 mètres. Là, c'est important de retenir ça pour l'examen final à la fin de la visite. Si j'avais jamais été bon à l'école, je serais pas mieux ici. C'est bon. Donc, une fois qu'on a choisi le site, ce site-là, il a fallu l'assécher parce qu'on ne pouvait pas construire un barrage en plein milieu comme ça de la rivière. Pour assécher le site, on a construit ce qu'on appelle des galeries de dérivation dans la montagne. Les galeries de dérivation permettaient à la rivière Manicouagan d'être déviée de son lit naturel. Et avec les galeries de dérivation, on a construit ce qu'on appelle des bâtardeaux. Des bâtardeaux, c'est des barrages en enrochement temporaire. Donc, c'est des béni-barrages qu'on a enlevés lorsqu'on n'en a plus eu de besoin. On a construit ces bâtardeaux-là, un ici en amont et un ici en aval. Le bâtardeau en amont permettait à l'eau de la rivière de se diriger dans les galeries. Et le bâtardeau en aval empêchait l'eau qui était ici de refluer sur le site qu'on voulait assécher. Pour vous aider à distinguer amont et aval, là, amont, c'est vers la montagne, donc derrière le barrage, et aval, c'est vers la vallée, donc devant le barrage. C'est pour l'examen final, ça aussi. D'accord? Donc, une fois qu'on a choisi le site et qu'on l'a asséché, le site, il a fallu le nettoyer. Pourquoi? Parce
qu'on était en présence de ce qu'on appelle des alluvions. Des alluvions, c'est des déchets de toutes sortes qu'on retrouve dans le fond d'une rivière. Donc, de la boue, des branches, des roches, et tout ça, c'est friable, donc ça bouge. Nous, ce qu'on voulait avoir, c'était atteindre le roc de fondation solide, donc le roc qui ne bougeait pas. En nettoyant le site, on savait qu'on allait trouver ce qu'on appelle un sillon alluvionnaire. Sillon alluvionnaire, c'est la partie bleue que vous voyez ici. C'est une gorge étroite et profonde à la rencontre de deux montagnes. On le savait qu'on allait trouver le sillon alluvionnaire, mais ce qu'on ne savait pas, c'était la profondeur qu'il allait avoir. En nettoyant, on s'est rendu compte qu'il y avait une profondeur de 49 mètres. Ça, c'est environ 150 pieds. Et pour vous donner une ampleur de ce sillon-là, on a commencé à le nettoyer avec des machineries lourdes et on a dû terminer à la pelle et à la pioche, tellement c'était profond dans le fond du sillon. Ici, j'ai une photo du sillon alluvionnaire en question et en ce moment, je tiens quelqu'un entre mes doigts. Oui, je le sais, c'est pas la réalité. Mais ça donne une très bonne proportion, en fait, de cette réalité-là. Le sillon alluvionnaire, une fois qu'il a été complètement vidé de toutes les alluvions, on est venu le remplir de nouveau, mais cette fois-ci, c'était de béton. Et pourquoi? Tout simplement pour assurer une fondation solide au barrage qu'on voulait construire. Le barrage en question, j'espère que vous l'avez vu en arrivant, hein? Il est comme pas dur à manquer. C'est le barrage Daniel Johnson. C'est le barrage à voûtes multiples et à contrefort le plus grand au monde. On retrouve 13 voûtes, les voûtes c'est les cavités, et 14 contreforts. Les contreforts, c'est un peu comme les bras du barrage. Si on parle du principe de solidité du barrage, donc à savoir comment le barrage va retenir toute la pression d'eau derrière lui, c'est simple. Là, j'ai encore besoin de votre imagination. On va s'imaginer que je suis un barrage en béton. Hein? Facile de s'imaginer. Donc, je suis un barrage, mais je suis un barrage comme ça, pas de bras, je me tiens droit comme ça. Si quelqu'un vient me pousser dans le dos, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber parce que la pression va être plus forte que mon propre poids. Mais, on va s'imaginer maintenant que je suis un barrage, mais je suis le barrage de Manic 5. OK? Si je m'appuie comme ça sur le roc de fondation, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un me pousse dans le dos? Pourquoi je ne bougerai pas? C'est ça, parce que je vais me retenir. Donc, il faut s'imaginer que la personne qui me pousse dans le dos, c'est de l'eau. Mon corps, c'est la voûte. Mes bras, c'est les contreforts. Et le roc de fondation, ben, c'est sur ça que le barrage va être appuyé. Donc, le barrage se retient grâce à ses contreforts. C'est bon pour ça? Le barrage, on l'a construit de 1962 à 1968 à raison de 6 mois de travail par année. Pourquoi, selon vous, seulement 6 mois par année? À cause de la neige. Trop de mots l'été, pourquoi je suis Vous l'hiver? m'avez volé ma blague. C'est ça que je m'en allais dire. Mais oui, c'est ça, c'est à cause de l'hiver. Je dirais pas ma blague. Donc, c'est à cause de l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, ben, c'est froid pour les travailleurs, mais c'est aussi froid pour le béton. Parce que le béton, pour avoir une bonne consistance, doit être coulé entre 7 et 15 degrés. Vous êtes d'accord avec moi que même en juillet, cette année, on a eu de la misère à voir ça, hein? Donc, imaginez en hiver. Par contre, on travaillait 6 mois par année, mais on travaillait 24 heures sur 24 pour combler le travail qu'on ne parvenait pas à faire durant l'hiver. Lorsqu'on construit un barrage, c'est pour qu'il remplisse deux principales fonctions. Avez-vous une idée d'une des deux fonctions que ça vient remplir un barrage? C'est sa principale caractéristique. Le barrage va arrêter l'eau, ça va faire un réservoir. Le réservoir qui va nous être utile pour produire de l'électricité. Et ensuite de ça, lorsqu'on crée un barrage, ça vient nous donner une bonne hauteur de chute. C'est quoi déjà ici la hauteur de chute? 150 mètres, c'est ça. Si on parle de l'eau qui est derrière le barrage maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le réservoir Manicouagan. Le réservoir Manicouagan a une superficie de 2000 km². Ça, c'est 2 fois la superficie du lac Saint-Jean ou encore 4 fois la superficie de l'île de Montréal. Et là, la longueur du réservoir, ça va être environ 200 km. 200 km, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est ça, c'est la distance que vous avez parcourue entre Bécomo et Manic 5. Voilà. Mais là, avec un si grand réservoir, avez-vous une idée du temps que ça peut avoir pris pour le remplir, ce réservoir-là? Quelques jours. 3 ans, quelques jours? Non, de me faire Je vous dirais que c'est en termes d'années que c'est plus haut que 3 ans. 4-5 ans? 4-5 ans? 10? 10? C'est quelqu'un qui n'ose à jardin, quoi. 20? En fait, ça a pris 13 ans, remplir le réservoir de Manicouagan. Mais pourquoi ça a pris autant d'années? C'est que, au cœur de la voûte principale, on a construit ce qu'on appelle des pertuis de restitution. Je ne vous demande pas de retenir le nom. Inquiétez-vous pas avec ça. Des pertuis de restitution, qu'est-ce que c'est? Pour vous faire une image, c'est 2 trous qu'on a fait dans la voûte principale pour laisser passer de l'eau devant le barrage. Mais pourquoi est-ce qu'on voulait laisser passer de l'eau si on voulait remplir aussi le réservoir?
c'est en plein ça. Une des raisons, c'est qu'on ne voulait pas assécher la rivière, parce que si on assèche la rivière, si on bloque toute l'eau ici à Manic 5, Manic 2, qui est un peu plus bas sur la rivière, qui a commencé à produire de l'électricité avant nous, ne pouvait pas avoir d'eau et ne pouvait pas produire d'électricité. Deuxième raison, c'est qu'on a commencé, je vous ai dit, à construire le barrage de 1962 à 1968, mais le réservoir, lui, on l'a commencé à le remplir en 1964. Vous êtes d'accord avec moi qu'on construisait le barrage, mais qu'il y a de l'eau qui venait s'accumuler en arrière, donc on ne voulait pas que l'eau passe par-dessus l'ouvrage. On laissait passer de l'eau un peu devant le barrage. Donc pourquoi c'était si long? C'est qu'on voulait remplir pas le barrage, mais le réservoir. On voulait le remplir, mais on le laissait se vider en même temps. C'est tout simplement pour ça. Ça, c'est les problèmes de mathématiques. Hein? Ben, c'est pas des problèmes de mathématiques, c'était prévu qu'il fallait qu'ils fassent ça. Non, mais je sais, c'est comme les problèmes qu'on donne aux enfants à l'école. OK. Une baignoire qui est remplie avec du robinet, mais qui se vide aussi. C'est ça, c'est le même principe. Ouais, Mais c'est ça. sinon, ça aurait pris combien de temps si on avait bloqué, puis juste par les apports naturels? Au début, il avait prévu 8 ans, donc ça aurait été environ 8 ans à remplir le réservoir. S'il n'avait pas laissé couler d'eau. Oui, c'est ça, environ 8 ans. C'est bon? C'est d'autres centrales là-bas. Donc, maintenant qu'on a parlé du barrage et du réservoir, qu'est-ce qui manque au complexe pour produire de l'électricité? Centrale, turbine. Les turbines sont dans la centrale. La centrale, c'est la partie rouge que vous voyez ici. Ici, dans la centrale de Manic 5, il va y avoir 8 groupes turbines alternateurs qui vont produire 1596 MW d'électricité. Je vais faire avec vous rapidement le chemin de l'eau pour vous montrer par où passe l'eau pour se rendre dans la centrale. Donc, l'eau va entrer par l'une des deux prises d'eau pour se diriger dans l'une des deux galeries d'amener. Chacune de ces galeries d'amener-là va se diviser en 4 conduites forcées. Si j'ai 2 galeries d'amener à 4 conduites forcées chacune, combien est-ce que je vais avoir de conduites forcées? 8. Puis combien j'ai de groupes? 8. Donc, on va avoir une conduite forcée par groupe turbine alternateur. Une conduite forcée, là, c'est un tuyau. OK? Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les groupes turbines alternateurs sont indépendants les uns des autres. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va ouvrir un groupe turbine alternateur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va ouvrir les 7 autres. Pourquoi? Parce que notre production en centrale est toujours égale à votre consommation. Lorsqu'on va venir fermer un groupe turbine alternateur, on va fermer ce qu'on appelle la vanne de garde. La vanne de garde, c'est comme un robinet qu'on va ouvrir ou fermer si on veut donner de l'eau ou non dans la turbine. Comme chez vous, là, lorsque vous voulez prendre un verre d'eau, vous l'ouvrez. Lorsque vous voulez plus d'eau, vous le fermez. Ici, là, c'est un peu comme une porte, en fait, qu'on va ouvrir ou fermer pour donner de l'eau ou non. Par contre, lorsqu'on va venir fermer un groupe turbine alternateur, donc lorsqu'on vient fermer la vanne de garde, il y a un phénomène qui va se produire qu'on va appeler le phénomène du coup de bélier. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savez c'est quoi le coup de bélier. Pour ceux qui ne savent pas, je vous l'explique. Ma main gauche ici, c'est la vanne de garde qu'on vient fermer. Donc, on ne veut plus d'eau dans la turbine. L'eau, elle va entrer dans la prise d'eau, va faire sa hauteur de chute de 150 mètres dans les galeries d'amener, va entrer dans les conduites forcées, et l'eau va venir frapper sur la vanne de garde. Mais là, l'eau a beaucoup de pression. Donc, elle va retourner de l'autre côté et va faire comme ça un mouvement de va-et-vient devant la vanne de garde, juste à temps qu'il n'y ait plus de pression. Mais là, ce coup-là, à répétition, c'est ça le coup de bélier. Et à la longue, ça peut endommager les équipements. Pour éviter d'avoir le coup de bélier, on a construit ce qu'on appelle des cheminées d'équilibre. C'est les 2 silos gris que vous avez vus sur la montagne en arrivant. Sur la maquette, les cheminées d'équilibre, là, sont ici. Donc, comment ça fonctionne, les cheminées d'équilibre? On ferme la vanne de garde. L'eau va entrer dans la prise d'eau, fait sa hauteur de chute de 150 mètres, va dans les conduites forcées et va frapper une fois sur la vanne de garde. Et l'eau, lorsqu'elle va retourner de l'autre côté, elle va entrer dans les cheminées d'équilibre et par un phénomène de contre-pression, l'eau va perdre toute sa pression et va retomber de façon stagnante devant les vannes de garde. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui? Oui. Pourquoi pas faire la vanne au début du tuyau? Vous voulez dire ici, là? Tuyau. Ben, où vous voulez dire? La prise d'eau. À la prise d'eau, ça, je vous dirais que c'est des questions mathématiques, là. Je peux vérifier en bas pourquoi c'est là puis pas là, là. Mais c'est... C'est en bas parce qu'ils sont 4 indépendants. Ah bon. Il y a En comme ça. haut, il y en a juste 2. Courant, Tu puis veux pas en il y a- fermer 4, tu vas en fermer plus. C'est ça, c'est ça. Avez-vous compris ce qu'ils vous ont dit? La grosseur des conduits, là, Ici, c'est 11 mètres de diamètre. 11 mètres. Ici, c'est 5 mètres de diamètre. C'est bon pour ça? C'est en métal ou c'est dans le roc? Ici, c'est dans le roc. Dans le roc. Puis ici, c'est un tuyau normal. C'est bon? Oui. Est-ce que vous aviez remarqué sur la maquette qu'on voit une espèce de deuxième centrale hydroélectrique? Oui, hein? Bien, ici, à Manic 5, on a une deuxième centrale qu'on va appeler la centrale de Manic 5 PA.
PA pour puissance additionnelle, parce qu'à l'époque, lorsqu'on a construit cette centrale-là, c'était pour donner de la puissance additionnelle sur le réseau d'Hydro-Québec lors des heures de pointe. Donc, déjeuner, dîner, souper. Aujourd'hui, par contre, cette centrale-là va avoir le même pourcentage d'utilisation que toutes les autres centrales chez Hydro-Québec. Je refais rapidement avec vous le chemin d'eau parce qu'il est un peu différent de la centrale de Manic 5. Donc, l'eau va entrer par la prise d'eau, va se diriger dans la seule galerie d'amener pour se diviser en 4 conduites forcées. Si j'ai 4 conduites forcées, j'ai combien de groupes turbines alternateurs? 4. 4 groupes qui vont produire 1064 mégawatts d'électricité. Si on rembobine un peu ma cassette. Ici, je vous ai dit qu'on avait 8 groupes turbines alternateurs qui produisent 1596 mégawatts. Ici, à Manic 5 PA, on a 4 groupes turbines alternateurs, donc on a la moitié moins de groupes, mais on parvient à produire le 2/3 de l'énergie avec 1064 mégawatts. Comment est-ce que ça peut être possible? Plus vite. Comment? Ça vient plus vite. Ça vire plus vite, Il y a plus de pression. plus de pression, turbine plus grosse. Vous êtes pas mal dans les bonnes réponses. Elle est plus en profondeur. Plus en profondeur, je vous laisse cette réponse-là parce que c'est logique, mais ce n'est pas la réponse. Vous voulez dire qu'il y a plus de hauteur de chute? Oui, c'est ça. La centrale ici est souterraine. Puis une des raisons pourquoi elle est souterraine, c'est qu'on pouvait la prendre puis aller la porter plus loin dans le sol pour avoir la même hauteur de chute que pour la centrale de Manic 5. Donc c'est la même, l'eau elle va tomber à la même hauteur. C'est bon pour ça? Donc ici, monsieur, pour continuer là, avec votre question des diamètres, là, ici le diamètre ça va être 15 mètres, ici ça va être 6 mètres. En ayant un plus gros diamètre, il y a plus d'eau qui passe, plus de pression, on peut avoir des groupes turbines alternateurs qui vont produire un peu plus. Deuxième raison, c'est que la centrale ici, on l'a construite de 1980 à 1989. Vous êtes d'accord avec moi qu'on était beaucoup plus tard qu'ici? Ici, c'est 1965 à 1971. Donc, en étant plus tard, comment? Il y avait plus de technologie, ça venait augmenter la puissance et diminuer les pertes. Est-ce que vous avez des questions concernant l'historique de la construction? Non? L'entretien de turbine, comment ça fait? Comment? L'entretien de turbine. L'entretien de la turbine, ben, ils vont, en fait, il y a des, je vais vous dire des portes, mais on appelle ça des vannes. Ils vont placer des vannes pour couper l'entrée d'eau puis la sortie d'eau. Puis selon où ils ont besoin d'aller réparer, ben, ils arrêtent le groupe puis ils mettent des cadenas là-dessus. Ils vont entretenir tout ça. Ça dépend là, de la fréquence, je ne la connais pas parce que c'est pour moi qui l'entretiens. Mais je vous dirais, là, les rotors, si par exemple les rotors dans l'alternateur, ils ont besoin de les vérifier, ils lèvent, ils vérifient. Ça dépend de la partie qu'ils ont à vérifier, je vous dirais. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous avez chaud, hein? Il fait chaud en haut, hein? Oui, monsieur. Pour le niveau d'eau, là, admettons qu'il monte bien haut, là, puis qu'il doit évacuer. Par où il évacue? Par la centrale? Ah, évacuateur de crue. À côté, plus loin, là, ici, environ, il y a l'évacuateur de crue. L'évacuateur de crue, c'est des portes, des vannes encore là, qu'on va ouvrir. Puis s'il y a trop d'eau derrière le barrage, ben, ça va permettre de laisser passer de l'eau ailleurs, puis l'eau va s'en aller directement dans la rivière. Donc, ça va éviter que l'eau passe On ne par-dessus. voit pas sur le dessin. Non, c'est ça, on ne le voit juste pas sur le dessin, mais c'est une espèce de mini-barrage avec des portes. On ouvre ça, puis ça laisse passer de l'eau. Monsieur? Est-ce qu'il y a une grosse sécurité? Je veux dire, au cas où il y a un malade qui vient ici faire sauter ça. Il y a une très grosse sécurité d'un coup qu'un malade qui vient. Premièrement, tout est sécurisé ici. Là, même l'air, pas l'air, mais les airs, là, tout est sécurisé. Si jamais il y a un malade, on va parler du malade. Vous parlez en avion, vous, là? Avion. En tout, OK, bon. Si jamais il y a un malade qui vient ici, par exemple, en avion, premièrement, il y a de la sécurité aérienne, c'est ça que je cherchais, merci. Sécurité aérienne, et il y a des fils électriques partout. Et en plus, s'il y a un avion, selon des calculs, on n'a pas fait de test, mais selon des calculs, un avion qui frapperait le barrage, ça ferait le même effet qu'une mouche sur votre pare-brise de voiture. Avec une voiture, pas avec une voiture, mais avec un avion. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire pour l'avion. Pour un malade avec de la dynamite, il faudrait être subtil pour rentrer beaucoup de dynamite ici, je vous dirais. Puis toutes les entrées au barrage, là, c'est tout. On a toute une carte d'accès, là. Tout ça, c'est sécurisé. Donc, quelqu'un qui voudrait arriver, par exemple, avec de la dynamite pour faire sauter le barrage, il faudrait qu'il en amène beaucoup, puis on s'en rendrait compte avant qu'il se rende. D'accord? Le programme à télévision, là, JE, qui se promenait partout. Oui, ça, c'est depuis c'est quelques années, en 2008, je crois. Il y a un journaliste qui a réussi à rentrer dans les installations. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ça, c'est encore plus sécurisé. Là. Il y a des portes partout, des barrières comme ça partout. Dans la centrale, il y a des caméras partout. Là. C'est beaucoup plus sécurisé, il ne faut pas s'en faire avec ça. On a appris notre erreur. C'est bon? Combien est le mieux, comment est-ce qu'il est fait?
Comment le barrage est épais, je vous dirais que ça varie de l'endroit où on est parce que chaque voûte, chaque cavité a son épaisseur. Chaque contrefort a son épaisseur. Donc, j'ai pas de chiffre à vous donner parce que c'est jamais la même chose. La voûte principale, c'est 27 mètres. Un autre contrefort, c'est 37. Une autre voûte, c'est 7. Donc, il n'y a pas d'épaisseur, un chiffre en particulier. Là. Je vais vous en parler plus à l'extérieur, en fait, quand on va aller dans le barrage. C'est bon pour ça? Je vais continuer ici. Donc, vous avez ici une coupe longitudinale de la centrale de Manic-5 PA. La centrale qui est souterraine, je vous le rappelle. Et cette centrale-là, elle est dans la montagne que certains vous pouvez voir dehors. Là. Ici, cette montagne-là, on la prend, on la coupe en deux. C'est ça que vous allez voir. C'est bon pour ça? Donc, je vais faire avec vous une dernière fois le chemin de l'eau. L'eau va entrer par la prise d'eau pour se diriger dans combien de galeries d'amener? Une. Pour se diviser en combien de conduites forcées? Combien de groupes? 4. C'est bon. On prend ça, on monte ici. La partie bleue ici, c'est la conduite forcée. Partie orange, c'est la vanne de garde que je vous ai dit qu'on ouvre ou qu'on ferme si on veut donner de l'eau ou non dans la turbine. Après ça, l'eau va venir s'engouffrer dans ce qu'on appelle la bâche spirale. La bâche spirale, c'est un tuyau en forme de colimaçon qui va venir répartir toute la pression de l'eau dans la turbine. Une fois que toute la force mécanique de l'eau va avoir été utilisée, l'eau va se diriger dans ce qu'on appelle le tube aspirateur pour retourner dans le lit de la rivière Manicouagan. Vous me suivez? C'est bon. Le groupe turbine alternateur, lui, est composé de deux principales parties. Première partie, c'est ce qu'on appelle la turbine. La turbine, c'est dans l'eau. Deuxième partie, c'est en haut. C'est ce qu'on appelle l'alternateur ou encore la partie électrique. Pourquoi partie électrique? Parce que c'est à l'intérieur là que l'électricité va être produite. Entre les deux, on a ce qu'on appelle l'arbre. Et l'arbre, ben, ça vient lier la turbine à la partie mobile dans l'alternateur. Vous me suivez toujours? C'est bon. Dans l'alternateur, il y a aussi deux principales composantes. Première composante, c'est ce qu'on appelle le rotor. Le rotor, pour vous souvenir de son nom, vous pouvez penser à rotation. Parce que le rotor, c'est la composante mobile de l'alternateur. Donc, le rotor, c'est la seule pièce qui va tourner. Le rotor, c'est une rondelle d'acier de 9 mètres de diamètre avec autour des électroaimants en alternance de polarité. En mot simple, on a le rotor. Autour, il y a des aimants qui vont être placés nord-sud, nord-sud, nord-sud. Tout autour du rotor. Le rotor, lui, va tourner dans la deuxième composante de l'alternateur qu'on appelle le stator. Stator, pour vous en souvenir, vous pouvez penser à statue, parce que le stator, ça ne bouge pas. Le stator va être composé de bobinage de fils de cuivre. Pourquoi du cuivre? C'est en plein ça, c'est un bon conducteur. Et un matériau qui est un bon conducteur, ce que ça permet aux électrons, ça c'est des tout petites particules dans la matière, ça permet aux électrons de bien bouger lorsqu'on est un bon conducteur. En sachant ça, comment est-ce qu'on va produire l'électricité? L'eau va entrer, va venir faire tourner la turbine. La turbine, avec elle, va entraîner la partie mobile qu'on appelle comment? Le rotor. Le rotor va tourner très rapidement dans la partie qui ne bouge pas, qu'on appelle le stator. Donc, on prend ça ici. Le rotor va tourner très rapidement dans le stator à une vitesse de 312 km/h, 3 tours secondes, 180 tours minute, pour ceux qui cherchaient la vitesse. Et en tournant très rapidement, ce qui va se passer, c'est que les électroaimants qui vont être autour du rotor vont créer un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique-là va faire en sorte qu'entre le stator et le rotor, les électrons vont être attirés, repoussés, de façon très rapide, selon s'ils sont face à un pôle nord ou face à un pôle sud. Dans le fond, là, c'est comme là, lorsqu'on prend deux aimants qui ont la même polarité, qu'est-ce qui se passe? Ça se pousse, mais lorsqu'on en prend deux qui n'ont pas la même polarité, ça se colle. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne entre le rotor, le stator et les électrons. Et là, ce mouvement-là d'électrons, ben, c'est ça l'électricité. Est-ce que j'ai perdu des gens? Non, j'ai pas vu de larmes, ça veut dire que vous me suivez encore? C'est pas grave si vous ne comprenez pas. L'important, c'est que vous reteniez d'autres informations dans la visite. OK? On continue. Donc, la tension électrique qui va sortir ici de l'alternateur va avoir une tension de 13 800 volts. Par la suite, on prend l'électricité et on l'envoie vers ce qu'on appelle un transformateur élévateur de tension qui va prendre le 13 800 volts et qui va l'élever à 315 000 volts.
Là, je tiens à vous rappeler qu'on est dans la centrale de Manic 5PA, la centrale souterraine. Vous êtes d'accord avec moi que l'électricité va être produite dans la Terre? Mais cette électricité-là, il faut la prendre puis l'envoyer dans les fils électriques. Donc, pour prendre l'électricité d'ici pour l'envoyer dans les fils, on va utiliser ce qu'on appelle le puits des barres. Le puits des barres, c'est 6 barres d'aluminium blindées qui vont permettre à l'électricité de rejoindre la terre ferme et donc les fils électriques. C'est bon pour ça? Une fois que l'électricité a rejoint les fils électriques, on la prend et on l'envoie vers ce qu'on appelle le poste Miquois. Le poste Miquois, vous l'avez probablement vu entre Bécomo et Manic 5, un grand champ de pylônes. C'est comme la seule chose à voir en s'en venant, surtout. Donc, le poste Miquois, lui, va prendre la tension électrique et va l'élever à 735 000 volts. Et pourquoi est-ce qu'on va élever la tension électrique aussi haute? La transporter plus loin. C'est en plein ça, c'est pour la transporter plus loin. Parce que l'électricité du poste Miquois, on va la prendre et on va l'envoyer vers les grands centres. Québec, Montréal, Trois-Rivières. Vous êtes d'accord avec moi qu'entre ici et Montréal, il y a de longues distances? Et pour éviter d'avoir beaucoup de pertes d'électricité sur de longues distances, on prend la tension électrique et on l'élève au maximum qu'on peut. Pour ceux qui ont de la difficulté avec la notion de tension électrique, c'est un peu comme la pression d'eau dans un boyau d'arrosage. Si j'ai un boyau d'arrosage, que j'ai pas beaucoup de pression à l'intérieur et que j'essaie d'arroser monsieur à l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me tomber à mes pieds. Hein? Mais si je prends mon pouce, je le mets au bout de mon boyau, la pression dans le boyau va augmenter. Est-ce que vous allez le mouiller, monsieur? Oui, puis en arrière aussi, ils vont tout... Puis vous allez rire, vous n'êtes pas fin. Donc, la pression dans un boyau d'arrosage, c'est la même chose que la tension... Bien, la même chose, presque la même chose que la tension électrique dans les fils électriques. Qu'est-ce qu'il a raison que tu l'arroserais? Comment? Qu'est-ce qu'il a raison que tu l'arroserais? Qu'est-ce qu'il a raison que je l'arroserais? Je l'aime, votre accent, monsieur. Ce serait pour eux. Ben oui, ce sera pour eux, c'est vrai. Donc, une fois que l'électricité... J'aime votre accent, monsieur, c'est vraiment un bel accent pour vrai. Donc, je partais pour dire l'accent. L'électricité qui est dans les grands centres, donc à Montréal, Québec, Trois-Rivières, on prend l'électricité et on va la redistribuer dans vos régions selon la demande. Et dans vos régions, peut-être que vous avez déjà remarqué là, dans vos villes des plus petits champs de pylônes qu'on appelle des postes de distribution qui, eux, vont prendre la tension électrique et vont la baisser une dernière fois, pas une dernière fois, une avant-dernière fois, à 25 000 volts. Et après ça, on prend l'électricité et on l'envoie dans les fils électriques près de vos maisons. Et dans les poteaux près de chez vous, là, vous avez sûrement remarqué des contenants cylindriques gris. À l'intérieur de ça, il y a des derniers transformateurs qui vont abaisser la tension une dernière fois à 240 volts pour, par exemple, la laveuse sécheuse ou encore à 120 volts pour les ampoules électriques, par exemple. Est-ce que c'est clair? Oui? C'est pas grave si vous n'avez pas compris. Je vous accepte pareil. C'est très difficile à comprendre. Là. Donc, rapidement, j'aimerais savoir, vous allez connaître la réponse. Si personne n'a dit, vous pourrez me la dire, OK? Parce qu'on est allé à Manic 2, il y a connaître la réponse. Donc, j'aimerais savoir si vous avez une idée du pourcentage d'énergie produite au Québec par Hydro-Québec qui provient de l'hydroélectricité. 84 %. Ils ont-tu raison? C'est comment? 99 % de l'énergie produite au Québec par Hydro-Québec va provenir de l'hydroélectricité. Le pourcentage restant, c'est quoi? Les diesels, les éoliennes. Moi, c'est les éoliennes que je voulais entendre comme réponse. Je voulais l'entendre parce que c'est pas ça la réponse. En fait, c'était une colle. Parce que moi, je vous ai dit l'énergie produite au Québec par Hydro-Québec. Hydro-Québec ne produit pas d'énergie éolienne. On n'en produira pas et on n'a pas d'éoliennes. Le pourcentage restant, c'est pour la centrale thermique aux îles de la Madeleine. Parce qu'aux îles de la Madeleine, on s'entend qu'ils sont comme loin. Donc, eux, il n'y a pas de ligne qui partent de chez nous jusqu'à chez eux. Donc, ils vont avoir leur propre centrale thermique et c'est Hydro-Québec, en fait, qui va s'en occuper. Pour ce qui est de l'éolienne, Hydro-Québec va en acheter par contre. Pourquoi? C'est un décret gouvernemental que, dans le fond, le gouvernement veut que d'ici la fin 2015, Hydro-Québec ait acheté pour environ 4000 MW d'énergie éolienne. Et une des raisons avancées par le gouvernement, c'est surtout que ça fait bouger l'économie, ça fait rouler l'économie des régions qui vont avoir des éoliennes. L'hydroélectricité, c'est une énergie qui est renouvelable parce que l'eau qui est dans les réservoirs va se remplir d'elle-même par le cycle naturel de l'eau. C'est aussi une énergie qui est propre parce que ça émet très peu de gaz à effet de serre. Et c'est aussi une énergie réutilisable parce que l'eau qui va passer dans les turbines de Manic 5 va poursuivre son chemin vers Manic 3, Manic 2 et Manic 1. Et là, je le sais, vous vous dites, voyons, il n'a pas dit Manic 4, elle ne sait pas compter, c'est pas drôle. En fait, parce qu'il n'y en a pas de Manic 4. Puis vous voulez savoir pourquoi il n'y en a pas, hein?
Ben, je vais vous le dire plus tard dans la visite. Je ne vais surtout pas gâcher mes punchs. Donc, rapidement, avant d'aller en bas, est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, ça va. Pourquoi il s'appelle Manic 5A? Oui, ça, c'est 5A auxiliaire, mais nous, on dit PA, puissance additionnelle. C'est auxiliaire ou... ouais. C'est juste une vieille maquette. Pensez à PA. OK? Donc, rapidement, avant d'aller sur le terrain, si jamais vous êtes porteur de stimulateur cardiaque, ça va être bien important de m'en aviser. Si vous avez de la difficulté à monter ou descendre les marches, même chose, ça va être important de me le dire. Je vous rappelle que c'est interdit de manger, boire et fumer durant la visite. Les appareils photos, je vais vous dire en temps et lieu lorsque vous allez pouvoir prendre des photos. En sortant, on va vous remettre un casque d'écoute. Vous allez pouvoir entendre ma voix tout au long de la visite. Et je vais aussi vous demander de prendre un casque de sécurité. Ils vont être dans les autobus. Je vais vous demander de les porter en tout temps et bien droit et de ne pas les enlever, s'il vous plaît. C'est bon pour ça? Oui.